Bismillahirrahmanirrahim. On continue sur l'électromagnétisme, toujours dans le chapitre sur l'induction électromagnétique. Dans cette quatrième vidéo, on va voir la roue de Barlow. On va d'abord faire la description du système, puis on va corriger un problème de concours. Dans le petit temps, on va commencer par la description. La roue a été inventée par Peter Barlow en 1822. Il y a donc un peu plus de 2 siècles. Voici le système de la roue de Barlow. Il est constitué d'un disque métallique. C'est pas toujours un disque. Parfois, c'est une roue dentée, comme celle-ci par exemple. Il s'agit ici de la photo de la roue historique de Barlow. On a aussi un aimant en U, on le voit ici, qui permet de créer un champ magnétique perpendiculaire au disque. Et enfin, on a une cuve qui contient du mercure, Hg, qui permet de réaliser un contact électrique tout en minimisant le frottement, parce que le mercure est un métal qui est liquide à la température ambiante. On voit ici le loge dans lequel on mettait le mercure. De nos jours, on n'utilise plus le mercure parce qu'on s'est aperçu par la suite qu'il s'évapore partiellement dans l'atmosphère et qu'il constitue un danger pour les personnes qui manipulent ce système. Donc de nos jours, on utilise une espèce de balai métallique qui permet de garder le contact avec la roue lorsqu'elle tourne sans qu'il y ait beaucoup de frottement. On insère le système dans un circuit électrique contenant un générateur de tension continue. Donc le courant va aller dans ce sens parce que le pôle plus, c'est le pôle rouge ici. Donc le courant va passer par l'intermédiaire du mercure et va monter vers l'axe. Parce que ici, on a aussi un frotteur qui garde le contact avec le fil électrique qui ferme le circuit. On a donc un métal parcouru par un courant électrique et qui est plongé dans un champ magnétique. Il va donc y avoir une force de la place qui s'exerce sur la roue. Donc le système permet de mettre en évidence la force de la place, comme ce qu'on avait vu avec les rails de la place. Seulement, la différence c'est qu'ici il y a un mouvement de rotation au lieu d'un mouvement de translation. Sur cette animation vidéo, le champ magnétique est créé grâce à un électroaimant. La roue passe dans l'autre fer de cet électroaimant. Lorsque le contact électrique est réalisé grâce au frotteur, le courant passe et la roue se met en mouvement. Elle constitue donc un moteur élémentaire. Un moteur parce qu'elle permet de transformer l'énergie électrique en énergie mécanique. Donc le système peut donner un travail mécanique. On le voit ici dans ce schéma historique de la roue de Barlow. On a ici un fil, on a ici une masse qui peut être soulevée. Lorsque la roue tourne, par l'intermédiaire de ce fil qui passe dans la gorge d'une poulie, le fil s'enroule sur l'axe de la roue et donc la masse peut monter vers le haut. Mais étant donné son manque de puissance, on l'utilise donc plus dans les moteurs électriques parce qu'elle n'est pas très pratique et parce qu'elle n'est pas très puissante. Cette roue ne constitue aujourd'hui qu'un outil pédagogique, c'est-à-dire qu'on l'utilise dans les salles de classe pour mettre en évidence la force de la place. On peut se demander où est l'induction électromagnétique dans ce système-là. Alors, comme les rails de la place, en éliminant le générateur et en donnant une vitesse initiale à la roue, on aura un métal qui est en mouvement dans un champ magnétique. Donc, il y a apparition d'un phénomène d'induction électromagnétique. Et c'est ce qu'on va voir dans le corrigé du problème de la partie 3 du concours CCP-MP Physique 2 2008. Je vous laisse le lien de l'énoncé du problème dans la description de la vidéo et je vous conseille de chercher le problème vous-même avant de voir le corrigé. CCP, c'est Concours commun polytechnique. C'est le nom ancien du concours qui est appelé actuellement Concours commun INP. Voici maintenant l'énoncé du problème qui concerne la roue de Barlow. On va lire ensemble l'introduction de ce problème. Le circuit représenté en figure 9', voici la figure, comprend dans un montage en série une roue de Barlow, un résistor de résistance grand R, un condensateur de capacité C et un interrupteur K. Cette roue de Barlow, disque conducteur homogène de centre O, de rayon petit a, de moment d'inertie J
par rapport à son axe de rotation est soumise à un champ magnétique uniforme B parallèle à l'axe de la roue. Une remarque, c'est que pour ce type de problème, pour les vecteurs, il n'y a pas de flèche dessus. Comme ici P, c'est le vecteur champ magnétique. Un point P de sa périphérie est en contact avec un bain de mercure pour assurer le passage du courant tout en minimisant les actions mécaniques de frottement que l'on négligera. On suppose la roue parfaitement conductrice. Dans la suite de l'énoncé, on vous dit que la roue est lancée avec une vitesse angulaire initiale ω0 vecteur. À l'instant de fermeture de K, T égale à 0, le condensateur porte la charge initiale Q0 sur la plaque reliée au résistor. Alors on commence les questions. 3, 2, 1. Parmi la répartition quelconque des lignes de courant entre O et P, ne représentant sur la figure 9' celle qui passe par un point M transportant un courant d'intensité DI. Voici la ligne de courant représentée sur la figure. Bien sûr, il y a d'autres lignes de courant entre le point P et le point O. Voici quelques-unes. Elles sont dirigées de P vers O parce que le courant est orienté dans ce sens-là. On vous demande dans la première question, exprimer la force de Laplace d carré F sur un élément dl de cette ligne de courant. On avait vu que la force de Laplace s'écrit Fl est égal à I L vectoriel B. Ici, à la place de L, on aura un élément dl, et à la place de I, on aura l'élément DI, d'où d carré F est égal à DI dl vectoriel B. On a noté d carré F parce que c'est un infiniment petit du second ordre, parce qu'il s'agit ici d'un produit de deux infiniment petits, DI et DL. Donc c'est ça l'expression de la force élémentaire d carré F qui s'exerce sur l'élément dl. Dans la deuxième question, on vous demande de déterminer le moment gamma en haut des forces électromagnétiques agissant sur la roue en fonction de petit a, qui est le rayon de la roue, I et le vecteur champ magnétique B. Et on vous demande de commenter le résultat obtenu. On exprime d'abord l'élément de moment d carré gamma est égal à OM vectoriel d carré F. Pour obtenir le moment total gamma, il suffit d'intégrer sur toutes les forces élémentaires d carré F. On aura donc l'expression gamma est égal à l'intégrale double de OM vectoriel d carré F. C'est une intégrale double parce qu'on a ici un d carré. On remplace le d carré F et on obtient l'expression suivante. Gamma est égal à l'intégrale double de OM vectoriel DI dl vectoriel B. On peut séparer les variables puisqu'elles sont indépendantes. On aura donc l'intégrale d'abord sur DI, puis l'intégrale de OM vectoriel dl vectoriel B. Pour les bornes, le I va aller de 0 jusqu'à I et le dl va aller du point P jusqu'au point O parce qu'on doit suivre l'orientation du courant qui va de P vers O d'après l'énoncé. Alors pour la première intégrale, c'est très simple. L'intégrale de DI de 0 jusqu'à I, c'est I. Et pour la seconde intégrale, on va utiliser la formule du double produit vectoriel. Ce double produit vectoriel est égal à OM scalaire B porté par DL moins OM scalaire DL porté par B. On aura donc gamma égale le courant I multiplié par l'intégrale de P jusqu'au point O de OM scalaire B porté par DL moins OM scalaire DL porté par B. Pour le premier terme, on aura OM scalaire B. Sur le graphe, le B est perpendiculaire au vecteur OM. Cette parenthèse est donc nulle. Donc le premier terme va disparaître et on obtient alors gamma égale I, l'intégrale de P vers O de moins OM scalaire DL porté par B. Le DL n'est autre que DOM et on peut faire sortir le vecteur B puisque le champ magnétique B est uniforme au niveau de la roue. Et on peut faire disparaître le signe moins en inversant le point P et le point O. On aura donc
gamma égale I vecteur B, intégrale de O jusqu'au point P, de OM scalaire de OM. Alors, cette intégrale est très simple. La primitive de x dx, c'est x carré sur 2. Et on aura donc gamma égale I B entre crochets OM au carré sur 2 du point O jusqu'au point P. C'est le point M qui est une variable. Alors, lorsque M est en P, on aura OP, donc c'est le rayon petit a. On aura donc A au carré sur 2. Pour le vecteur, ce n'est pas très grave, puisque le vecteur au carré, c'est son module au carré. Et lorsque M est en O, on aura OO, c'est-à-dire 0. D'où le résultat final, gamma est égal à 1 demi A au carré I, porté par le vecteur champ magnétique B. Pour le commentaire, on peut dire que gamma est collinéaire à B, mais son sens dépend du signe de I. Donc il est porté par l'axe de rotation, et donc il va avoir une influence sur la rotation de la roue. Soit il va l'accélérer s'il est dans le sens du vecteur oméga, donc dans le même sens que le champ magnétique B, dans le cas où I est positif, soit il va la faire retarder si le courant I est négatif. Le courant I est positif ou négatif, ça dépend de plusieurs facteurs. Ça dépend d'abord du signe de la charge Q0 qui n'a pas été précisé dans l'énoncé. Si Q0 est positif, le condensateur au départ il va avoir tendance à se décharger. Donc le courant va être négatif. Mais aussi il y a l'influence de l'induction électromagnétique, du champ électromoteur qui va influencer sur ce courant-là. Donc on ne peut pas prévoir le sens de ce moment gamma. Pour la question 3 de cette question 3 de 1, on vous demande d'exprimer la force électromotrice induite en fonction de petit a, vecteur oméga et vecteur champ magnétique B. Et on vous donne une indication, on utilisera judicieusement la circulation de VE vectoriel B. VE vectoriel B n'est autre que le champ électromoteur, parce qu'il s'agit ici du champ électromoteur de Lorentz, parce qu'on est dans le cas d'un conducteur en mouvement dans un champ magnétique constant. On sait que la force électromotrice induite E, c'est l'intégrale de EM dl, et pour les bornes, on doit aller du point P jusqu'au point O, parce qu'on doit suivre l'orientation du courant. Cette force électromotrice induite est donc égale à l'intégrale de P jusqu'à O de VE vectoriel B scalaire dl, avec VE, c'est V de O plus oméga vectoriel OM. C'est l'expression du champ de vitesse dans un solide. Or, V de O est égal à 0, c'est le point par lequel passe l'axe de rotation. Il ne reste donc que le terme oméga vectoriel OM. On aura donc VE vectoriel B, c'est oméga vectoriel OM vectoriel B. Alors là aussi, on va utiliser la formule du double produit vectoriel. Cette expression est donc égale à oméga scalaire B porté par OM moins OM scalaire B porté par oméga. Or, comme on vient de le voir, OM et B sont perpendiculaires l'un à l'autre, et donc ce produit scalaire est nul. On obtient alors l'expression de la force électromotrice induite E, c'est l'intégrale de P à O de oméga scalaire B porté par OM scalaire dl. On a remplacé VE vectoriel B. Dans cette intégrale, c'est le point M qui doit aller du point P jusqu'au point O. Or, ces deux vecteurs oméga et B ne dépendent pas de la position du point M. Et par conséquent, on peut faire sortir le produit scalaire oméga scalaire B. D'autre part, on a OM est égal à RER en utilisant les coordonnées polaires dans le plan de la roue, et dl, c'est drER plus R dθ porté par Eθ. Donc ce produit scalaire, il ne va rester que R multiplié par dr, d'où E égale oméga scalaire B, l'intégrale de R dr. Pour les bords, au point P, on a petit r est égal à, et au point O, le petit r est égal à 0. Donc l'intégrale doit aller de A à 0. La primitive de R dr, c'est R carré sur 2. Donc cette intégrale est égale à moins A carré sur 2.
D'où le résultat final, E égale moins A carré sur 2 oméga scalaire B. C'est l'expression demandée en fonction du produit scalaire oméga scalaire B. On aborde maintenant la question suivante. 3, 2, 2. On vous demande d'établir les équations mécaniques du mouvement de la roue et électriques du circuit, en déduire les lois d'évolution dans le temps de. Dans la première question, de l'intensité I de t, que l'on mettra sous la forme I de t est égal à I0 exponentielle moins t sur tau. On vous demande de déterminer l'expression de I0 et tau en fonction de petit a, J, moment d'inertie, la résistance grand R, la capacité C, la charge Q0 et le module de B et du produit scalaire oméga 0 scalaire B. Pour la question petit 2, on vous demande la charge Q de T du condensateur, sachant que Q à l'instant T est égal à 0, c'est Q0. Et pour la question petit 3, on vous demande la vitesse angulaire vecteur oméga de T de la roue avec oméga de 0 est égal à oméga 0. On doit donc d'abord établir l'équation mécanique de la roue, puis l'équation électrique du circuit. On commence alors par l'équation mécanique. On a besoin du schéma. On a ici un solide en rotation autour d'un axe fixe. On doit donc utiliser le moment cinétique. Ce moment cinétique, c'est J oméga. On doit écrire le théorème du moment cinétique en haut. La dérivée de ce moment cinétique doit être égale à la somme des moments de toutes les forces qui s'exercent sur le solide en rotation. La dérivée du moment cinétique, c'est J d de oméga sur dt. Puisque le J est une constante, on peut le faire sortir de la dérivée. La somme des moments des forces qui s'exercent, c'est gamma d'abord, puis le moment en haut de mg, du poids de la roue, et le moment de la réaction, parce que l'axe de rotation supporte la roue, donc il doit exercer une réaction grand R. Mais puisque ces deux forces mg et R passent par O, leurs moments sont nuls. Et donc la somme de ces deux moments est égale au vecteur nul. Il ne reste alors que le gamma. On remplace gamma par l'expression qu'on vient de trouver dans la première question. Et on obtient alors l'équation mécanique J d de oméga sur dt est égal à A au carré sur 2 I B. On passe maintenant à l'équation électrique. On doit écrire le schéma équivalent du circuit. On a la résistance, la capacité C et la roue de Barlow qui est de point de vue électrique équivalente à la force électromotrice induite E. La flèche qui représente cette force électromotrice induite est orientée dans le même sens que le courant. On l'avait déjà dit dans les vidéos précédentes. Donc l'équation électrique dans ce circuit équivalent est la suivante. E égale la somme des tensions aux bornes de la résistance RI et aux bornes de la capacité CQ sur C. On remplace alors E par l'expression qu'on vient de trouver précédemment et on obtient l'équation électrique RI plus Q sur C est égal à moins A carré sur 2 B scalaire oméga. Dans cette équation, on a trois variables, I, Q et oméga. Le B, le A, le C et le grand R sont des constantes. Puisqu'on veut chercher l'expression de I de T, on doit éliminer Q et oméga pour établir l'équation différentielle vérifiée par I. On sait que I est égal à la dérivée de Q par rapport au temps. Donc l'idée c'est de dériver cette équation-là. On va remplacer alors d de Q sur dt par I et on tire d de oméga sur dt à partir de l'équation mécanique dans laquelle on a la dérivée de oméga par rapport au temps est une fonction de I. On dérive et on obtient alors r d de I sur dt plus 1 sur c d de Q sur dt est égal à moins A carré sur 2 B d de oméga sur dt. Or, d de Q sur dt, c'est I, et d de oméga sur dt, à partir de l'équation mécanique, c'est A carré sur 2J, I, porté par B. On les remplace dans cette équation-là. On obtient alors R d de I sur dt plus 1 sur C, I, égale moins A carré sur 2B, scalaire A carré sur 2J, I, porté par B. On aura ici un B carré, un A à la puissance 4 et 4J au dénominateur. Ce terme-là, on le met à gauche, le signe moins va disparaître,
et on met le i en facteur et on divise le tout par r. On obtient alors l'équation différentielle suivante, d de i sur dt, plus 1 sur r facteur de 1 sur c, plus a à la puissance 4 b carré sur 4j, le tout facteur de i est égal à 0. C'est une équation différentielle de premier ordre, sans second membre, avec coefficient constant. Cette équation, vous l'avez déjà rencontrée plusieurs fois. Sa solution, vous la connaissez. Elle est de la forme i de t est égal i0 exponentielle moins t sur tout. On trouve alors la forme de i de t suggérée par l'énoncé. Pour les constantes i0 et τ, d'abord pour τ, c'est l'inverse de cette constante-là, puisque l'équation différentielle est de la forme d de i sur dt plus 1 sur τ fois i égale à 0. Donc le τ c'est r sur la parenthèse 1 sur c plus a4 b carré sur 4j. Et pour trouver le i0, on doit appliquer l'instant t est égal à 0, puisque d'après cette expression de i de t, à l'instant t est égal à 0, on a i est égal i0. L'idée c'est de revenir à cette équation-là et de l'appliquer à l'instant t est égal à 0. On aura alors à t égale à 0, r i0 plus q0 sur c est égal à moins a carré sur 2 b scalaire oméga 0. On transporte ce terme-là vers la droite et on divise le tout par r. On obtient alors l'expression de i0, c'est moins 1 sur r facteur de a carré sur 2 b scalaire oméga 0, puisque le signe moins on l'a mis en facteur, plus q0 sur c. Voilà, on a trouvé les expressions de τ et de i0 en fonction des constantes suggérées par l'énoncé, le q0, le c, le a et le r, et le produit scalaire b scalaire oméga 0. Pour les deux questions suivantes, on vous demande de chercher l'évolution dans le temps de la charge q de t, sachant que q de 0 égale q0, et de la vitesse angulaire oméga de t, sachant que oméga de 0 est égal à oméga 0. On sait que i est égal à d de q sur dt. On a donc dq est égal à i dt. On doit donc intégrer en tenant compte des conditions initiales. À l'instant t est égal à 0, q est égal à q0. On a donc q de t est égal à q0 plus l'intégrale de 0 à t de i de t dt. Si on remplace t par 0, l'intégrale devient nulle parce qu'on intègre de 0 à 0. Et donc on aura q de 0 est égal à q0. La condition initiale q de 0 est égal à q0 est donc bien satisfaite. On remplace alors i de t par l'expression qu'on vient de trouver, i0 exponentielle moins t sur tout. On fait sortir le i0 parce que c'est une constante, et on aura donc à intégrer exponentielle moins t sur tout de 0 à t. C'est une intégrale très facile. Sa primitive c'est exponentielle moins t sur tout divisé par le coefficient moins 1 sur tout. On aura donc q de t est égal à q0 moins i0 fois τ, entre crochets exponentielle moins t sur τ de 0 à t. Lorsqu'on remplace t par 0, on aura 1. Et si on fait rentrer le signe moins, on a donc l'expression de q de t, c'est q0 plus i0 fois τ facteur de 1 moins exponentielle moins t sur τ. Pour oméga de t, on revient à l'équation mécanique, j d de oméga sur dt est égal à gamma, qui est égal à b a carré sur 2 i de t. On remplace là aussi le i de t par i0 exponentielle moins t sur τ, et on intègre d de oméga en tenant compte des conditions initiales. Oméga de 0 est égal à oméga 0. On aura donc oméga de t est égal à vecteur oméga 0 plus b vecteur a carré i0 sur 2j, l'intégrale de 0 à t de exponentielle moins t sur τ dt. On a fait sortir la constante. On a donc la même intégrale que précédemment, qui est égale à τ facteur de 1 moins exponentielle moins t sur τ. D'où l'expression de oméga de t, vecteur, est égal à vecteur oméga 0, plus vecteur b, a carré i0 τ sur 2j, facteur de 1 moins exponentielle moins t sur τ. Voilà donc, on a trouvé les expressions de q de t et de oméga de t. Pour la question suivante, 3, 2, 3, on vous dit que quand t devient très grand,
Q de t et oméga de t tendent respectivement vers Q infini et oméga infini. On vous demande d'expliciter Q infini et oméga infini en fonction de A, J, Q0, C, vecteur B et vecteur oméga 0. T très grand, ça veut dire T très grand par rapport à taux, ou bien, en langage mathématique, T tend vers l'infini. On sait que lorsque T tend vers l'infini, l'exponentielle moins T sur taux tend vers 0. Or, l'expression de Q de T, c'est Q0 plus I0 fois taux, facteur de 1 moins exponentielle moins T sur taux. Donc, lorsque T tend vers l'infini, Q de T tend vers Q infini qui est égal à Q0 plus taux fois I0. En remplaçant taux et I0 par leurs expressions, le R se simplifie et on obtient l'expression suivante. Q infini est égal à Q0 moins Q0 sur C plus A carré sur 2 B scalaire oméga 0 sur le dénominateur, c'est 1 sur C plus A4 B carré sur 4J. En multipliant en haut et en bas par C et en mettant le Q0 en facteur, on obtient alors le Q infini est égal à Q0 facteur de 1 moins 1 plus A carré fois C sur 2Q0 B scalaire oméga 0 sur 1 plus A4 B carré C sur 4J. Voilà donc l'expression de Q infini pour oméga de T. On sait que le vecteur oméga de T est égal à vecteur oméga 0 plus vecteur champ magnétique B A carré I0 taux sur 2J facteur de 1 moins exponentielle moins T sur taux. Lorsque T est très grand, l'exponentielle moins T sur taux tend vers 0 et il reste alors le oméga infini est égal à oméga 0 plus B A carré sur 2J I0 fois taux. Là aussi on a le produit I0 fois taux. Donc on obtient la même expression, on obtient alors cette expression-là, c'est-à-dire celle-ci en faisant entrer le Q0 qui va se simplifier ici, et à la place de 1 on aura Q0, on aura donc vecteur oméga infini est égal à vecteur oméga 0 moins B A carré sur 2J multiplié par Q0 plus A carré C sur 2 B scalaire oméga 0, le tout sur 1 plus A4 B carré C sur 4J. Voilà, donc c'est ça l'expression de oméga infini en fonction du vecteur oméga 0, vecteur B, produit scalaire B scalaire oméga 0 et des constantes de l'énoncé. La question suivante, la dernière, 3, 2, 4, on fixe la vitesse angulaire initiale à la valeur oméga 0 de façon que oméga 0 scalaire B est inférieur à 0, c'est-à-dire la vitesse angulaire initiale oméga 0 est de sens opposé à B. Le B est entrant, donc le oméga 0 est sortant. On a donné une vitesse initiale de rotation à la roue dans le sens trigonométrique. Dans la première question, on vous demande de montrer que la roue se comporte initialement comme un générateur pour toute valeur de Q0 supérieure à 0. Pour la deuxième question, on vous demande à partir de quel instant noté TR, celle-ci deviendra-t-elle un récepteur. Je vous rappelle d'abord le schéma du circuit électrique dans lequel la force électromotrice induite E remplace la roue en rotation. La roue se comporte comme générateur si, lorsque E est positive, donc le plus vers le haut et le moins vers le bas, le I doit aller du plus vers le moins, donc dans le sens de l'orientation, et donc il doit être positif. Par contre, lorsque E est négative, c'est-à-dire le plus vers le bas et le moins vers le haut, en fonctionnement générateur, le courant doit aller du plus vers le moins, donc dans le sens inverse de l'orientation. Donc le courant doit être négatif. Donc lorsque E est positif, le I est positif. Lorsque E est négatif, le I est négatif. C'est ça le fonctionnement générateur. Ça veut dire que lorsque E et I sont de même signe, c'est-à-dire que leur produit, E fois I, est positif. Donc en résumé, en convention générateur, lorsque les deux flèches sont dans le même sens, le dipôle joue le rôle d'un générateur si le produit E fois I est positif. Initialement, on peut noter E0. D'après les questions précédentes, on avait vu que E c'est moins A carré sur 2 oméga scalaire B. Donc initialement, le oméga est égal à oméga 0, ce qui fait que E0 est égal à moins A carré sur 2 oméga 0 scalaire B. Or, d'après l'énoncé, le oméga 0 scalaire B est négatif, et puisqu'on a un signe moins ici, le E0 est donc positif. On va voir maintenant le signe de I à l'état initial, qu'on a noté I0, c'est moins 1 sur R, facteur de A carré sur 2 B scalaire oméga 0 plus Q0 sur C. Or, on sait que B scalaire oméga 0 est inférieur à 0 d'après l'énoncé.
Donc, dans le cas où Q0 est positif, on ne peut pas conclure sur le signe de cette parenthèse. Donc, à mon avis, c'est une erreur de lancer. Il voulait dire le Q0 inférieur à 0. Parce que cette parenthèse va être négative, quelle que soit la valeur de Q0 inférieur à 0. Et donc, avec le signe moins, le I0 va être positif. Et le fonctionnement serait bien un fonctionnement générateur. Donc, ce I0 n'est supérieur à 0 pour toute valeur de Q0 qu'à condition que Q0 soit inférieur à 0. Et dans ce cas, la roue va se comporter initialement comme générateur. On peut remarquer que, initialement, le gamma, on avait trouvé son expression, c'était 1 demi A carré I0B, puisque le I0 est positif, donc le gamma a le même sens que B. Or, d'après l'énoncé, le B est de sens opposé à oméga 0, donc le gamma est de sens opposé à oméga 0. Ça veut dire que le couple essaie de faire retarder la roue, c'est-à-dire qu'elle va ralentir et il va arriver un moment où elle va s'arrêter. C'est tout à fait normal du point de vue énergétique parce que puisque la roue va se comporter comme générateur, elle va donner de l'énergie. C'est son énergie cinétique qui se transforme en énergie électrique. Pour la question suivante, on vous demande à quel instant la roue devient-elle un récepteur. Donc la roue devient un récepteur, d'après ce qu'on vient de voir, c'est lorsque le produit EI est inférieur à 0. Donc l'instant TR, c'est l'instant où E fois I est égal à 0. Parce que au départ, le E fois I est positif, la roue va ralentir, ce produit E fois I va diminuer jusqu'à s'annuler pour devenir négatif. Alors au moment où il s'annule, c'est ça l'instant TR. En remplaçant E et I, on a l'expression suivante. Le E, c'est moins A carré sur 2 oméga de T fois B. Et le I, c'est le I0 exponentielle moins T sur tau. Donc c'est moins 1 sur R, facteur de A carré sur 2 oméga 0 scalaire B, plus Q0 sur C, facteur de exponentielle moins T sur tau. À l'instant T est égal à TR, ce produit devient nul. Or, on sait que l'exponentielle ne s'annule que lorsque T tend vers l'infini. Or, le TR n'est pas infini, donc l'exponentielle est non nulle. Cette parenthèse est une constante. Donc, la seule possibilité, c'est que ce coefficient soit nul. Autrement dit, le oméga de TR est égal à 0. Ça veut dire que T est égal à TR, c'est l'instant où la roue s'arrête pour changer de sens de rotation. En remplaçant l'expression de oméga de TR, on obtient l'équation vectorielle suivante. Vecteur oméga 0 plus A carré I0 tau sur 2J, facteur de 1 moins exponentielle moins TR sur tau, vecteur champ magnétique B est égal vecteur nul. Il faut tirer l'expression de TR. Or, cette équation, c'est une équation vectorielle. Il faut d'abord donc la projeter sur un axe, qui n'est autre que l'axe de rotation. Puisque, d'après l'énoncé, le oméga 0 scalaire B est négatif, ça veut dire que le B et le oméga 0 sont de sens opposé. Donc, en projetant sur cet axe, il faut donner un signe moins à l'un des deux. On a donc l'équation suivante, moins oméga 0 plus A carré I0 tau sur 2J, facteur de 1 moins exponentielle moins TR sur tau, multiplié par B est égal à 0. Le moins oméga 0, on le met de l'autre côté, on le multiplie par 2J et on divise par A carré I0 tau B. On obtient alors 1 moins l'exponentielle moins TR sur tau est égal à 2J oméga 0 sur A carré B I0 fois tau. Puisqu'il y a un signe moins avec l'exponentielle, on peut le transférer vers la droite. Et ce terme-là, on le transfère vers la gauche. On obtient alors exponentielle moins TR sur tau est égal à 1 moins ce terme-là. Et en introduisant le logarithme népérien, on obtient moins TR sur tau est égal au log népérien de 1 moins ce terme-là. Et donc le TR est égal à moins tau fois log népérien de 1 moins 2J oméga 0 sur A carré B I0 fois tau. Le TR doit être positif. On sait que log népérien de 1 moins quelque chose est bien négatif d'après la courbe du log népérien. Il s'annule en 1. Donc lorsqu'on est en dessous de 1, le log népérien est bien négatif. Avec le signe moins qu'on a déjà ici, donc le TR est bien positif. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé son contenu, n'hésitez pas de faire un like, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci de votre attention et à la prochaine.